Chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Saladin. Effectivement, ce sont des... Jean-Christophe Saladin représente bien ce dont il s'agit là, c'est-à-dire que dans cette entreprise d'édition, de réunification, de traduction des adages d'Erasme, nous avons ce qui est bizarrement peu connu. Bizarrement n'est un terme étrange, c'est-à-dire que ça indique bien ce que les difficultés qu'éprouvent quelques personnes à travers les années, les siècles, voire les millénaires, des questions fondamentalement de la pensée, de la culture, qui se rejoignent et se transmettent à travers les années de manière extrêmement délicate et difficile. Si Erasme a pu faire un travail extraordinaire en reliant son époque avec l'Antiquité latine, mais surtout grecque, à travers l'ensemble des auteurs dans une culture immense et vaste, a pu resituer toutes ces questions. Je ne sais pas si on peut... qui ont pu reprendre la culture, la pensée depuis l'Antiquité, bien que même dans les textes de l'Antiquité ont disparu pour une énorme part, Erasme et ses amis, les quelques personnes, les quelques éditeurs ont fait un travail merveilleux dans le plaisir, dans la création, et tout cela combattu par l'ensemble des forces notables de pouvoir, d'immobilisation. Alors on appellera ça comme on veut, du principe du plaisir, de pulsion de mort, de retour à l'inanimé ou de la tendance à l'immobilité, et pour finalement cette entreprise se voir interdire, détruire. Et nous n'avons, bien qu'Erasme soit extrêmement connu pour un titre, pour l'éloge de la folie, eh bien il est totalement méconnu. D'ailleurs, on voit bien que peu de personnes sont venues ce matin, parce que ça n'évoque pas tellement, bien qu'on ait appelé maintenant le mouvement des jeunes à travers l'Europe et le monde par Erasmus. Eh bien, Erasme persiste dans cette, je dirais, pas seulement ignorance, mais méconnaissance. Et nous sommes là redevables à Jean-Christophe Saladin de cette trajectoire, et qui, naturellement, trouve son écho dans le trajet lui-même de Jean-Christophe Saladin, qui a suivi le désir de la culture, la pulsion épistémologique, diraient certains, sans céder à travers son mouvement et sa vie à des honneurs, à des postes. Et c'est ainsi qu'il est dans la tradition, si je peux me permettre, d'Erasme. Merci. Merci. Bonjour. Wuchang a déjà presque tout dit, donc je conclurai. Alors je tiens à remercier l'association, Psychanalyse et Médecine, séminaire d'anthropologie analytique, tout ça, pour moi c'est très honorifique. Et
ou Chang, qui est lecteur assidu des adages. Vous verrez qu'on les reconnaît. Il y a un moment où on les reconnaît parce qu'ils ont une façon d'aborder les choses et de dire les choses qui est normalement plus la même qu'avant. Bien. Alors, je prends donc la parole à mon tour pour parler. Alors, pour parler de quoi ? C'est à la fois très simple et très complexe. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, de toute façon vous n'avez pas le choix, je ne vais pas vous faire une conférence, disons un exposé, parce que une des chevilles de toute cette affaire, il y en a pas mal. Alors voilà, il y a beaucoup de chevilles, beaucoup de clés. Il y a certaines œuvres, il y a certaines choses qui ont une clé. Ça c'est bien. Une fois qu'on l'a trouvée, on ouvre, bon, on se sert, on espère que ça marche. L'affaire dont on va parler, c'est un seul objet, c'est vrai, qui se trouve maintenant sur le rayon à l'entrée d'ici, mais qui contient une multitude d'entrées et une multitude de clés et une multitude d'usages et une multitude de formes. Et entre autres, une forme très particulière, et c'est celle-là que je vais me permettre d'utiliser, c'est l'apologie et la démonstration de la forme ouverte. C'est-à-dire, c'est l'anti-traité, l'anti-conférence. La conférence, vous savez ce que c'est. On dit tel sujet, l'orateur arrive, il fait son speech, introduction, quelques parties, exemple bien choisi, et puis on a fini, on suppose avoir fait, disons, le tour du sujet. Eh bien, non. Ce matin, je vais aborder, pas d'une façon aléatoire, mais d'une façon, bon, qui me paraît, on va dire, peut-être la dernière question que la dernière personne m'a posée sur le sujet, ben c'était maintenant, tout de suite, et on va parcourir par association. Et ça, d'ailleurs, c'est une des incroyables leçons d'Erasme dans les adages, où ben vous voyez, voilà, association. Je me disais ça, il y a un point dont il faudrait parler à la fin, mais je vais vous le dire tout de suite. Parce que vous qui êtes globalement plutôt psychanalyste, bon, dans la médecine, dans cette sorte de choses, l'association, ça vous dit évidemment quelque chose. Or, Erasme a raconté dans l'introduction des adages que dès que ça a été publié, il y a eu une première version initiale qui était très courte, où il y avait pratiquement pas de grec, une version le degré 0 si vous voulez, bon, qui contenait 700 adages environ. C'était un petit bouquin comme ça, qui a eu un succès monstre, qu'il a publié à Paris en 1500, et l'imprimeur qui a publié ce petit bouquin, vraiment, c'est rempli les poches. Immédiatement, Erasme raconte, les imprimeurs qui cherchaient la bonne affaire sont venus le voir en disant « Ah oui, intéressant votre histoire, votre collection de proverbes et tout, il faut en refaire, et plus important. » Il a dit « D'accord. » Et les imprimeurs lui ont dit « Ah mais on voudrait une chose. » Alors ça me fait rire parce que aux belles lettres, quand j'ai amené le projet, la patronne des belles lettres m'a dit la même chose. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où était le nœud là-dedans. Les imprimeurs lui ont dit « Ah oui, bon, c'est très bien ta collection d'adages dans le désordre, parce que c'est en désordre les adages, ça saute du coq à l'âne, ça traite de n'importe quel sujet. Alors on sent bien que c'est pas totalement du coq à l'âne, mais enfin, un peu quand même. C'est-à-dire quand vous lisez l'adage 3627, rien ne vous dit de quoi va parler le 3628. Si le 3627 parle des mœurs des fourmis quelque part dans la vallée du Gange, d'après Plutarque ou je ne sais qui, ou Arien, dans la ville d'Alexandre, le suivant, si ça se trouve, vous parle d'un point de théologie de l'école de Dunscott, qui sont tous des crétins plus nuls les uns que les autres, et donc tout. Bon. Et celui d'après va vous parler de un vieux dicton sur la façon de monter à cheval dans les plaines de Basse-Normandie. Bon, et il vous dit, ah oui, d'ailleurs les Français, ils ont une expression qui ressemble à... Bon. Et c'est-à-dire qu'à chaque page, on est surpris. Donc on est dans une forme ouverte. Erasme a dit à ses imprimeurs, je vous aime bien, je suis très content que vous vous remplissiez les poches avec mes bouquins,
moi-même, je pourrais avoir des royalties, mais il n'en est pas question. Les imprimeurs disent, ah mais on voudrait, faites-nous, vous savez, 100 adages sur la littérature, 100 sur le droit, 100 sur la médecine, les 100 suivants sur l'ethnographie, ou je sais pas, enfin, comme ça, les sujets par thème, comme on dit. Il n'a jamais accepté. Il y a des gens qui l'ont fait, malgré lui, mais il n'a jamais accepté. C'est-à-dire, il a toujours dit que ça devait rester en désordre. Et l'amusant, c'est qu'il a dit pourquoi. C'est pas une lubie. Et il le dit dans les adages. Il dit, alors, là on est dans le contemporain strict, il dit, les adages, il faut que ce soit court, mais vraiment court, hein, c'est-à-dire les plus courts font 2 lignes. Alors, sur quelques-uns, il y en a quelques-uns où il s'est lâché, il a fait un truc de un petit 50 pages, mais il a fait ça 5 ou 6 fois. La quasi-totalité, il y en a plus de 4000, ils font, disons, une petite demi-page. Ça oscille entre 5-6 lignes et 2 pages. Donc forme courte. Ça doit être court, bien sûr, très élégant de formulation, et surtout dans le désordre. Pourquoi ? Et il le dit texto, il dit, un jeune, vous lui donnez à lire un bouquin, au bout de 3 pages sur le même sujet, il s'emmerde. Donc, moi, je change de sujet toutes les demi-pages. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai entendu à la radio l'autre jour, je roulais en voiture, vous savez, ce genre d'émission où viennent des spécialistes de ci ou de ça. Et ce jour-là, c'était une femme qui devait être de votre corporation, puisque le sujet c'était, voilà, les jeunes de maintenant, ils ne lisent plus, ils ne savent pas lire, ils sont hyperactifs, comment faire pour leur faire lire ? Alors, on voyait bien le sous-entendu qu'il y avait derrière. Et cette brave femme disait, j'ai pas entendu son nom, parce que bref, j'ai dû fermer, et elle disait, elle l'a dit, texto, elle a dit, un enfant qui ne peut pas lire plus de 20 minutes de suite le même livre, il faut l'envoyer chez le psy. Sous-entendu, lui donner de la Ritaline ou un truc comme ça. Eh bien, Erasme est assez intéressant là-dessus. Parce que Erasme, c'est quand même une autorité. Donc, ça doit être court, varié, plutôt drôle, parce que souvent, le ton est assez léger. Pas toujours, mais généralement. Et varié. Donc, forme ouverte. C'est-à-dire que c'est une machine de guerre contre le traité fermé. Le traité fermé, alors évidemment, maintenant, il faut faire les corrections. À l'époque, c'était quelque chose qu'on connaissait très bien, c'était le traité scolastique. Alors maintenant, la scolastique, on ne lit plus, on s'en fiche un peu, on dit c'est les vieilles lunes. Mais à l'époque, c'était la loi dans les universités et dans l'enseignement. Et le traité scolastique, c'est un traité qui a un sujet, qui le traite d'une façon logique, du début à la fin. Quand c'est terminé, on a tout dit, thèse, conclusion, et le sujet est bouclé. En plus, dans une langue telle qu'on puisse déterminer ce qu'est la vérité et ce qu'est l'erreur. Une langue dans laquelle on peut déterminer ce qu'est la vérité et ce qu'est l'erreur. Alors, ça d'ailleurs, les scolastiques ont beaucoup déliré là-dessus pendant longtemps, pendant des siècles. Et ils ont produit des choses très remarquables d'ailleurs là-dessus, en logique finalement. Et dans le fond, toutes écoles confondues, parce qu'il y a les thomistes, les scotistes, les occamistes, etc., plus des sous-groupes. Bon. Toutes écoles confondues qui se sont entretuées pendant des siècles, ils vivaient tous avec le même fantasme, qui était pour coincer la vérité. Ce qui était un beau motif, évidemment. Tout le monde rêverait de coincer la vérité quelque part dans un coin et de dire, ça y est, il faudrait pouvoir ne pas se tromper, même dans le discours, dans le raisonnement, même dans l'argumentation. Et pour ne pas se tromper, dans le fond, il y a un seul moyen, ce serait d'arriver à constituer une langue univoque. Mais vraiment univoque. C'est-à-dire dans laquelle on ait un concept qui correspond à un mot qui correspond à une chose. Je schématise monstrueusement. N'empêche que, au final, si on tire la petite grille qui est en bas de la chaudière, c'est ça que ça donne. Ce qui reste, c'est ça. Et alors,
c'est là qu'arrive la quatrième chose. Erasme dit qu'un adage, mis en plus d'être court, d'être amusant, d'être varié, etc., d'être élégant, ça doit avoir une forme métaphorique. Ce qui est finalement, moi je pense, un peu la clé de l'ensemble. Parce que, alors métaphorique, il le dit, hein, alors il y a différentes façons de le dire. Eux, les humanistes, ils disaient poétique. C'était le mot qu'ils utilisaient. Quand on leur demandait, on demandait à Lorenzo Valla, à Erasme, à Hutten, à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial par rapport aux autres, ils ne disaient pas on est humaniste. Le mot a été inventé beaucoup plus tard. Enfin, le mot existait, mais le sens qu'on lui donne, c'est tardif. À l'époque, ils ne disaient pas qu'ils étaient humanistes, ils disaient, enfin, humaniste à l'époque, pour que ce soit clair, je fais mon petit cours, ça existait, hein, c'était un mot italien, on disait humanista, et un humanista, c'était un uomo che conosceva molto bene il latino. Bon, c'était quelqu'un qui parlait un bon latin, donc qui avait lu et étudié les bons auteurs latins. C'est ça qu'on appelait un humaniste. Bon, et c'est comme maintenant on dirait, c'est un prof de latin, quoi. Bon. Donc c'est pas dépréciatif, mais ça pourrait l'être. Bon. Donc, brièveté, forme ouverte, élégance, légèreté et métaphore. Ce qui veut dire, métaphore, alors on la trouve en général dans le titre même de l'adage, parce que les 4151, en fait il y en a plus, parce qu'il y en a certains qui sont subdivisés, mais les 4151, on a la liste, si vous voulez, il y a des titres, ils s'appellent comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et on leur met des numéros. Bon. Or, ces titres, justement, ils ont une particularité, c'est que certains, bien sûr, ça ressemble à ce que nous on appelle des proverbes, du style, voilà, hâte-toi lentement. C'est pas un proverbe, ça c'est plutôt un adage. Hâte-toi lentement, festina lente, typique, ça c'est la vieille formule, on sait ce que ça veut dire, enfin après on peut faire un commentaire. En soi, c'est pas tellement métaphorique, mais la plupart du temps c'est très métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dès le titre. C'est-à-dire que les mots du titre disent quelque chose, mais qui veut dire autre chose. Et alors, le grand jeu, alors pour ça il faut les pratiquer. Bon, moi, c'est vrai, je les ai beaucoup pratiqués, vu que j'étais au centre de la toile d'araignée, il fallait mouliner tout. Donc je les ai vus passer dans tous les sens, avec des problèmes de traduction et tout ce qu'on voulait. Et il y a eu un moment, vers la fin, où je me suis dit, mais tiens, c'est curieux, il y a une chose qu'on trouve pratiquement toujours. C'est que la formule métaphorique, c'est... Alors, j'ose pas dire toujours, parce qu'il doit y avoir des exceptions, et puis il faudrait vraiment faire le compte, et puis j'ai pas que ça à faire. Mais moi j'ai la sensation que c'est toujours, en tout cas à chaque fois qu'il peut. La formule, c'est toujours une formule empruntée au monde concret. On parle des animaux, on parle de la forme de la chaise, on parle de si on se réveille la nuit pour aller pisser, on parle du concret et pas de l'abstrait. On ne commence pas par des considérations abstraites. Bon. Or, même dans le jeu de la métaphore, il y a plusieurs façons de prendre. Bon. Et non seulement on part du concret, mais c'est même la formule, parce que finalement c'est les formules, qui prend en disant, tiens, voilà, ça c'est un adage qui est intéressant pour telle raison. On pourrait dire, ah oui, c'est des formules un peu figées, donc il faudrait utiliser ces formules pour que ça fasse bien, quoi, pour dire, ah j'ai un bon style, j'utilise les adages d'Erasme. Alors, pas du tout. Sa grande jouissance, c'est de balancer une formule, et immédiatement, alors il dit, oui, ça je l'ai trouvé chez un tel, Sophocle, dans telle tragédie, fait dire tel truc à tel personnage, ça veut dire ça. Bon. Et immédiatement, il dit, ah ouais, mais chez Lucien, dans tel dialogue, il y a une formule qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même, parce que tel mot est changé, parce qu'on l'applique à une autre situation. Et puis, mon ami un tel, un grec, qui se trouvait à Venise chez l'imprimeur, m'a dit que dans son village, on dit en dialecte une formule qui est encore pas tout à fait la même, mais qui finalement s'y rapporte. Et d'ailleurs, chez nous, en Hollande, les pêcheurs, quand ils reprisent les filets, ils disent tel truc. Bon. C'est-à-dire que il privilégie toujours la variation. Et c'est-à-dire que la fixité du modèle supposé est toujours... Alors, moi je dirais,
il fait ce truc incroyable, il vous la donne, il vous donne la formule, hein, il vous dit adage qui dit ça. Et tout le texte consiste pas à l'évacuer, mais à le mettre en forme changeante. Pour faire changer, alors il montre les changements, alors il y a des changements qui sont grammaticaux, qui sont philologiques, on dit ben voilà, dans tel dialecte, pour telle raison, comme ci, comme ça, ou bien Cicéron, dans tel discours, a retourné une certaine formule, ça donne ceci, donc vraiment, il y a des variantes qu'on explique, mais au total, il ne dit pas la bonne formule c'est celle-là, ce qui serait la conclusion dogmatique. Le prof, façon éternelle. On lui dit, ah mais monsieur, à la fin du cours, vous savez, on dit, ah mais monsieur, vous nous avez dit 36 trucs, c'est lequel le bon? Alors lui il dit, le bon c'est celui que vous utiliserez vous de façon élégante dans la bonne situation. Donc on est à l'envers d'un système dogmatique et d'un système fermé. Bon. Je me suis un peu étendu là-dessus, mais c'est extrêmement important, parce que si on n'a pas ça en tête, évidemment, on n'y comprend rien. C'est-à-dire, on se dit, ce que tout le monde se dit, logiquement, on se dit, ah ouais, les adages d'Erasme. Parce que si vous voulez, ces adages d'Erasme, alors moi je dis fièrement, nous avons exhumé ce truc, c'est comme si on avait remonté le Titanic et tout, on a trouvé des trésors dedans, chose que je me dis tout le temps. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que tout le monde les connaît. Je veux dire, c'est pas du tout une chose cachée. Les historiens, bon, j'imagine vous lisez pas ça tous les soirs pour vous endormir, mais enfin, les historiens qui parlent de la Renaissance, de l'histoire des idées et tout, ils parlent des adages. Ils disent, ah ouais, les adages d'Erasme, bien sûr, un livre très important. Évidemment, ils l'ont pas lu pour la bonne raison qu'on pouvait pas le trouver. Bon, mais et on en parle comme d'une collection de proverbes. On dit, alors, collection de proverbes, bon, est-ce que c'est intéressant? Oui, bon, c'est vrai. Bon, on me dit qu'une collection de proverbes, c'est sympa. Les proverbes, moi, j'aime bien aussi, comme tout le monde. Bon, alors, on me passe... D'ailleurs, mais soyons concrets. A été publié l'année dernière, que cet Italien, comment il s'appelle, Rizzo, un joli bouquin, c'est chez Bouquin, il me semble, hein, qui est une collection de proverbes, dans lesquels il y a pas mal d'adages d'ailleurs. Bon. Et il le présente comme une collection de proverbes. Alors moi je sais, ce genre de bouquin, on en lit quelques-uns, on lit quelques pages, on dit ah ouais c'est sympa, celui-là je connais pas, bon, celui-là qu'est-ce qu'il a dit? Et puis au bout de 4 ou 5 pages, on arrête parce que tout le reste c'est pareil quoi. Bon. Alors que là, c'est absolument pas ça. On apprend à détecter et à utiliser une langue métaphorique, qui est dans le fond ça, la langue humaniste. Alors pour la petite histoire, par association, il faut savoir, Erasme a publié ce bouquin. Alors, il y a eu la première édition, donc minuscule bouquin, c'est grand comme un livre de poche, à Paris, et la vraie édition. Alors voilà, ça a eu beaucoup de succès, la toute première édition. Et lui a dit tout de suite, il a dit oui, ce bouquin il est bien, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est que il y en avait, je ne sais plus combien, 820 adages, et bien ils sont tous en latin. Pourquoi? Alors, ils sont tous en latin parce que, d'abord, les imprimeurs ne pouvaient pas imprimer le grec. À Paris, par exemple, il n'y avait pas un imprimeur qui pouvait imprimer le grec. Ni en Angleterre, ni... Bon, il y avait en Italie quelques-uns qui avaient essayé, c'était extrêmement coûteux, puisque pour faire une fonte de grec, là où il faut 100 caractères en français, enfin en caractères latins, il en faut près de 1000 en grec, parce qu'il y a les accents, les iotas souscrits, tous ces bazars, capital et tout, donc ça coûte une somme astronomique. Et lui, il dit, mais la plupart des bons adages que je voudrais mettre, ils viennent d'auteurs grecs. Et je ne peux pas les mettre. Enfin, je peux les traduire en latin, mais je ne peux pas les mettre. Et donc, il s'est mis dans la tête de faire une nouvelle édition où il y ait le grec, qui est la source initiale. Parce que même quand on les prend chez Cicéron, chez Juvénal, chez je ne sais quel auteur latin, les grands auteurs, eux-mêmes disent, attention, nous, on a pompé tout ça chez Sophocle, chez Échille, chez Homère, chez qui vous voulez. Bon, mais chez des auteurs grecs. Ils le disent, hein, ils le disent en grec d'ailleurs, bon, dans les auteurs anciens. Bon. Et tous ces gens-là, tous les auteurs de l'Antiquité, les grands auteurs latins, parlaient grec couramment. On connaît ça, c'est extrêmement connu, et ils le disent, expliquent pourquoi, où est-ce qu'ils ont appris, etc. Bon, donc, ils étaient vraiment de culture hellénique.
Et Erasme dit, mais moi je voudrais bien amener ça, je ne peux pas. Et c'est là que arrive l'épisode crucial. L'épisode crucial, c'est que il y avait, à ce moment-là, alors, on va dire, le grec, ça fait partie de ce genre, vous savez, d'images qu'on a, d'images culturelles, en fait, d'histoires culturelles qu'on a, qui sont à moitié vraies, à moitié fausses. On ne va jamais vérifier parce qu'on n'a pas que ça à faire, et puis c'est quand même assez compliqué. On dit, vous savez, on dit, ah oui, le grec, bon, on est là maintenant, 21e siècle, on dit le grec, bien sûr, on connaît, nous, on est en France, il y a les belles lettres, il y a Garnier qui fait des choses pas mal, il y a les Allemands, les Américains, bon, on connaît ça. Homère, on a Platon, on a, bien sûr, le banquet, on connaît. Donc, pour nous, ça fait partie de notre culture. Même ça, on l'a plus ou moins les uns ou les autres étudié à l'école ou à l'université. Ça fait partie du patrimoine européen moderne. Bon. Alors si on vous dit, oui, mais d'où on tient ça? Alors là, c'est plus compliqué, on ne sait pas très bien. On dit, ah oui, c'est la Renaissance. Il y a des souvenirs d'école qui ne sont pas idiots. Vous savez, la vieille image, les fameux érudits grecs qui ont quitté Constantinople quand les Turcs sont arrivés avec les manuscrits sous le bras, qui les ont emmenés en Italie. C'est pas faux, c'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose comme ça. Mais, sauf que ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Une révolution dans les cultures, c'est pas un phénomène atmosphérique atmosphérique, ils ont des causes aussi, mais qui se produit, ah bah tiens, un beau jour, avant on savait pas le grec, maintenant on sait le grec, pourquoi? Ah bah parce que les gens s'intéressent beaucoup. Tu parles, ils s'intéressent beaucoup, voir, dit Panurge. La question du grec, cette bête affaire, dans les premiers adages, il n'y avait pas de grec. Ou alors il y avait quelques mots, c'est très beau à voir. Enfin, dans le bouquin, j'ai mis une reproduction. Les gars, ils essayaient d'écrire le grec avec des caractères latins, alors ils mettaient des majuscules, ils mettaient de traviole pour que ça ait l'air d'être du grec et tout. C'est émouvant, mais c'est... Bon, on se dit, comment est-ce qu'ils ont fait pour se sortir de ça? Là encore, je fais une parenthèse. Forme ouverte, on est bien obligé. On sait, parce que ça on a des témoignages, et on en a autant qu'on en veut, que le grec, alors voilà, la culture grecque, bon, Homère, nous on dit Homère, bon, il y a de l'Odyssée, connu, on a ça sur les rayons des bibliothèques, des lycées, on a ça chez nous, Homère, on connaît en Europe. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Homère a disparu d'Europe entre, en gros, le 5e siècle de notre ère, et le 15e, pendant 1000 ans. 1000 ans, c'est long. 1000 ans, c'est plus que depuis Erasme jusqu'à maintenant. Et quand je dis disparu, c'est disparu. Un honnête homme, enfin quelqu'un qui s'instruisait au Moyen-Âge, je ne sais pas, moi, au XIIIe siècle, qui disait, ah bon, Homère, j'aimerais bien voir. Eh bien, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que le texte, on ne le trouvait pas, d'abord, ni en aucune langue, hein, notamment pas en grec. Et puis, même si on l'avait eu, eh ben, il n'aurait pas pu le lire parce que personne ne savait le grec. Il n'y avait pas d'enseignement. Bon, alors il y avait de temps en temps, hein, vous savez, l'espion du Basileus qui venait faire affaire à Paris ou je ne sais où, qui aurait pu lui traduire des trucs. Mais bon, on a d'ailleurs l'anecdote que je trouve très jolie. Elle est très esthétique et bon, elle a été publiée, mais elle dit beaucoup de choses. C'est Pétrarque. Donc Pétrarque qui a vécu à la fin disons au milieu du XIVe siècle. Cet homme-là, une de ses particularités, alors nous on dit Pétrarque, grand poète. Bon, on l'a lu, on l'a pas lu, je ne sais pas, on ne va pas faire l'interro écrite, mais je sais que moi quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'avais jamais lu une ligne de Pétrarque. Hein. Pour moi, je savais que c'était un grand auteur, mais j'avais rien lu de lui. Et j'ai su que Pétrarque, une de ses particularités, et il a été connu très tôt et célèbre pour ça, c'est que c'était un latiniste hors pair. Il avait étudié à l'école comme tout le monde, une école assez nulle, une école scolastique. Mais lui, allez savoir, c'était une espèce de surdoué, très jeune, paraît-il, à, je sais pas, 8-10 ans. Il lisait Cicéron à livre ouvert et il était fou il avait la pulsion épistémophilique, latinophilique, chevillée au corps. Et alors, immédiatement, quand il rentrait de l'école, il disait à son père, mais cette école, elle est nulle, mon prof, il fait des contresens tout le temps, des barbarismes, il parle un latin de cuisine, c'est pas possible, sors-moi de là, je veux apprendre le vrai latin. Le père, bon, je vous passe les détails de l'histoire de Pétrarque, le père a dit, ah, il était très flatté, mon fils est un surdoué, on aime bien les surdoués.
D'abord, il lui a dit, pas question, tu arrêtes avec ces stupidités, tu seras notaire comme ton père, et puis arrête tout, mais il a quand même gardé les bouquins en cachette, le père a brûlé les bouquins, c'est très beau, bon, c'est peut-être tout à fait inventé, mais c'est joli comme histoire. Bref, Pétrarque était un grand latiniste, et incontestablement, c'était un grand latiniste. Il parlait un latin parfait, enfin, il était vraiment, pour la langue, au summum de l'élégance possible dans le latin antique, évidemment, puisqu'il avait réussi à récupérer des poètes anciens. Alors, il connaissait son Virgile. Alors, quand on sait Virgile par cœur, ça aide. Bon, faites l'essai. Moi, j'ai même pas essayé, mais faites l'essai, vous verrez que ça marche très bien. C'est-à-dire, on peut caser au lieu de dire Jupiter, on dit Jupiter, fronçant le sourcil, enfin, on dit des trucs comme ça. Tout de suite, ça jette. Bon. Donc, Pétrarque a fait une découverte. En lisant, notamment Cicéron. Il s'est rendu compte, enfin n'importe qui s'en rendrait compte, à condition de lire Cicéron, que Cicéron, à toutes les pages, passe son temps à dire « Ah oui, oui, très bien, ce que je vous écris, enfin les discours, tout ce qu'on veut, mais tout ça, ça me vient des auteurs grecs. Ça vient de Platon, ça vient de ci, ça vient de ça. Ça vient de Thucydide, ça vient de Polybe, ça vient de je ne sais qui, enfin de Sophocle. » Bon, Pétrarque, il lit ça. Il dit à son père « Moi, je veux lire ça. Je veux Platon, je veux Homère, je veux tout ça. » Le père lui dit, fils, il n'y a pas. En Italie, il n'y a pas. Ailleurs non plus. Il y en a en Grèce. Va en Grèce, mais en Grèce, bon, on ne va pas. Alors Pétrarque, grandit, devient de plus en plus célèbre, devient poète couronné, etc., et devient riche. Et se met à fréquenter les grands de ce monde. Il garde son idée en tête. Il veut lire Homère. Un jour, il trouve le moyen de rencontrer un ambassadeur de Byzance. De passage, je ne sais plus si c'est à Rome ou à Florence, enfin bref, il le rencontre, ils ont une longue conversation, paraît-il, plusieurs heures, où il parle de Macrobe, les Saturnales, ce qui est encore un autre chapitre, un auteur latin de l'Empire tardif, et à l'issue de cette... Alors, il discute en quelle langue? En latin, parce que le grec parlait un latin aussi. Et en sortant de ce long entretien, le grec rentre au pays avec une demande de Pétrarque qui lui dit « Envoie-moi un manuscrit d'Homère ». C'était avant l'imprimerie, ça. Bon, l'autre rentre à Constantinople, lui fait faire une copie d'un manuscrit d'Homère et le lui envoie. Ça prend un temps fou, ça arrive quelques années plus tard. Pétrarque reçoit le manuscrit et écrit un très beau texte dans lequel il dit en substance, c'est la lettre à celui qui lui a envoyé le manuscrit, dans laquelle il lui dit « C'est le plus beau jour de ma vie, etc., etc. Bien sûr, toi, le plus érudit des hommes, le meilleur des amis qui puisse s'inventer, puisque tu m'as envoyé ça, et c'est le pire jour de ma vie. » Vous comprenez pourquoi? Parce que je me suis devant ce manuscrit, je ne peux pas en lire une ligne. Et il ne pouvait peut-être pas dire, je vais chercher un copain, j'ai un copain qui est prof de grec à côté, il va te le... Non, il n'y en avait pas. Alors, il s'est démené avec Boccace, son ami, qui avait un peu le même problème. Ils ont fini par réussir à trouver un moine grec d'Italie du Sud qui est venu, très savant, qui leur a traduit des bouts, etc. Ça a été la croix et la bannière. Bah, ils s'en sont jamais sortis. C'est au siècle suivant, au XVe siècle, que à Florence, on a commencé à faire venir des intellectuels grecs qui venaient de Constantinople et qui ont commencé à apporter des manuscrits, à les traduire, à expliquer comment on traduisait. Alors c'est une très belle affaire, il y a eu des gens absolument extraordinaires au cours du XVe siècle. Et donc, progressivement, des textes sont arrivés. Un certain nombre ont été traduits en latin, donc ont commencé à devenir accessibles. On a commencé à traduire Platon, on a commencé à traduire Sophocle, Homère. Bon. Mais tout ça, évidemment, c'était des manuscrits. Bon. Donc le manuscrit, il faut le faire, il faut le copier, il faut l'acheter, ça coûte extrêmement cher, c'est un objet de luxe, hein. C'est une Ferrari, un manuscrit. Bon. Donc les grands princes pouvaient s'en payer quelques-uns, des évêques, des papes l'ont fait d'ailleurs. Bon. Et se sont créés des petits cercles humanistes dans quelques villes d'Italie, Florence principalement, Rome, Venise, bon, Naples, chez les rois. Enfin vraiment, il fallait les moyens pour entretenir des gens comme ça. Et il y a eu une culture hellénique en Italie, de très très haut niveau, hein, des gens policiens, des gens comme ça, ils vous pondaient une épigramme grecque comme ça. Essayez, vous allez voir, c'est pas facile du tout. Déjà en français on a du mal, en latin aussi, alors en grec, vraiment, faut commencer très tôt.
Donc il y avait vraiment des gens, il y a eu quelques dizaines de très grands esprits cultivés et connaissant la culture grecque. Mais ça fait quoi sur toute l'Europe? Rien. C'est des clubs, quelques clubs très élégants, à la cour des Médicis, des gens comme ça. Au milieu de ça, vous apportez un texte grec, et ben on ne peut rien faire. Arrive l'imprimerie, au milieu du XVe siècle. On imprime en latin, un petit peu en langue vernaculaire, mais on imprime surtout en latin. Bon, que devient le grec là-dedans? Ben, rien, on ne peut rien faire. Alors, quelques imprimeurs italiens, grassement payés par des princes, ont fait quelques essais. Il y a eu quelques bouquins d'imprimés qui ont coûté des sommes inimaginables. Les bouquins ont été diffusés à quelques centaines d'exemplaires. Point, ça s'arrête là. Parce que à l'époque, alors évidemment, le contexte est très important. Quelqu'un vous dit merveilleux, ton cadeau pour tes 100 ans, je t'offre 4 tragédies d'Euripide, en grec, imprimé à Florence à l'époque des guerres d'Italie. Bravo, merci du cadeau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben rien, puisque je ne sais pas lire. Bon, et puis j'ai personne qui peut me le lire. Bon. Et c'est là qu'Erasme a cette idée un peu folle. Il dit, je vais... Alors, c'est pas démocratisé, mais c'est un peu ça quand même. Et il se met dans la tête d'aller à Venise. Parce que, à Venise, alors c'était une époque intéressante, à Venise, parmi ces cercles d'hellénistes, il y avait un cercle à Venise. Et parmi ces gens-là, il y avait un type qui s'appelait Aldo Manuzio, Manus en français, qui s'était mis dans la tête de créer une imprimerie pour imprimer le grec. Et alors lui, il voyait Ald Manus. Bon. Et lui, il voyait carrément loin. Il s'était dit, je vais imprimer la totalité de ce qu'on a récupéré. C'est-à-dire tous les manuscrits récupérables, il y en avait quand même pas mal, quelques centaines, je vais les imprimer. Mise de fonds colossale, et pour les vendre à qui? Eh bien, personne ne lit le grec. Ald s'est mis au boulot, a commencé à publier. Bon, alors il alternait, comme on fait toujours, il alternait le bouquin qui se vend bien, livre de prière en latin pour les bonnes sœurs, donc ça on en tirait tout de suite 15 000, et puis avec ça on finançait un Platon en grec. Bref, Erasme, en 1508, arrive par un jeu subtil, évidemment il fallait être financé par un mécène, trouve le moyen d'aller à Venise. Et à Venise, il se pointe chez Ald. Ce qu'ils se sont dit exactement, on ne sait pas, mais on a la correspondance quand même, on a pas mal de choses. Il lui dit, mon cher, j'admire tout ce que tu as fait, de publier du grec et tout, bien sûr, et moi, je t'apporte un projet spécial, les adages. Les adages, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà. Nous allons mettre la totalité de la littérature grecque et latine de l'Antiquité à la disposition du lecteur cultivé moyen européen, c'est-à-dire celui qui est allé à l'école, qui parle le latin suffisamment pour lire un bouquin. Comment? Alors voilà. Les adages, c'est en fait, parce que vous savez, ce genre de bouquin, c'est amusant. Enfin, moi, j'ai été dedans, j'ai fait comme la grenouille, vous savez, le rat et la grenouille, à force d'agiter les pieds, en se demandant mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est fabriqué, vient un moment où le lait commence à prendre et ça devient du beurre. Et on se dit tiens, il doit y avoir ça doit être ça. Moi, il y a eu un moment où je me suis dit mais bon, il cite tout le monde, il cite Homère, il cite Lucien, il cite Démosthène, il cite, mais qui vous voulez, les présocratiques, les byzantins, il cite tout le monde, il en cite. Alors sur ceux qui citent, déjà, je m'aperçois que moi j'en connais un bon quart. Les trois autres, jamais entendu parler. La Souda, Étienne de Byzance, tout ça, vous non plus, je suppose. Enfin, vous peut-être vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas. Alors au début, on dit, très bien. Puis vient un moment où on dit, mais bon, il cite la Souda, je ne sais pas, une fois toutes les 3 pages. Alors, donc, quand on arrive à la 500e fois, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce bouquin? Alors, on va chercher, on va aux belles lettres, on dit, tiens, vous auriez la Souda? Ah non. Surtout avec un air entendu, ah non, ça on n'a pas. Ah bon Pire. Lucien, ça c'est quand même plus sérieux, Lucien. Bon, je saute du coq à l'âne, parce que l'anecdote sur Lucien, quand même, elle vaut son pesant d'adage. Il cite Lucien sans arrêt. D'ailleurs, il l'a dit à d'autres occasions,
Et Erasme, quand on lui disait, vous savez, la blague, tu vas sur une île déserte, qu'est-ce que t'emportes? Tu as le droit à 2 bouquins, qu'est-ce que t'emportes? Enfin, on lui disait pas comme ça, mais ça se ramenait à ça. Alors il disait Homère et Lucien. Tout le reste, on peut le mettre à la benne. Eux, notamment les auteurs chrétiens. Bon. Mais, parce que Homère et Lucien, c'est des païens, tous les deux. Bon. Et Lucien, en plus, assez remonté contre les chrétiens, mais bon. Homère et Lucien. Alors il vous cite Lucien. Ah, Lucien, dans tel dialogue, il fait dire ça à l'autre, il dit ça à l'autre, il dit ça. Bon, alors on dit. Alors moi, je me pointe aux belles lettres. Oh, même, d'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote complète, parce que, avec l'arrière-plan, moi, je la trouve, elle a encore plus de sens. Ça s'est passé il y a, je ne sais plus, une dizaine d'années, une quinzaine. À l'époque, je faisais ma thèse sur le grec, à la Renaissance, évidemment, et un jour, vous savez, m'arrive ce genre d'aventure qui arrive à tout le monde. Je me retrouve à un dîner avec une dizaine de copains. Vous savez, alors j'étais déjà vieux à l'époque, des copains du lycée, enfin, ou de la fac, je ne sais plus, donc d'il y a 40 ans, ou d'il y a, je ne sais pas combien, 30 ans. Bon, alors on se retrouve, on bavarde, qu'est-ce que tu deviens, nanana. Bon, et puis tout le monde raconte toujours la même histoire, hein, qui racontait déjà à l'époque. Bon, on va, mais on est poli. Bon. Et puis vient un moment, vers la fin du repas, il y en a un du bout qui m'interpelle. Il dit, ah, Saladin, dis donc, toi qui es dans ces histoires de littérature ancienne et tout ça, dis-nous. Alors là, c'était en public, donc j'étais coincé. Dis-nous, est-ce qu'il y a des auteurs ou un auteur de l'Antiquité dont tu considères réellement qu'il faut le lire absolument, et devant tous les autres? Qu'eussiez-vous fait à ma place? Très vite on dit, ah là là, qu'est-ce que je vais dire? Et j'étais justement, j'étais dans les débuts sur Erasme et tout, et j'avais remarqué que Erasme disait tout le temps Homère et Lucien. Il s'est fait injurier pour ça d'ailleurs, traité d'hérétique et tout. Bon. Moi, du tac au tac, je dis fastoche, Homère et Lucien. Alors les autres, ah ouais, ça fait bien, évidemment, Homère et Lucien. Évidemment, Lucien, il ne savait pas qui c'est. Moi, à peine, je savais qu'il avait écrit des tas de traités très rigolos et que c'était un modèle, mais j'avais jamais lu. Bon. Homère, j'avais lu un peu, comme tout le monde. Bon. Et donc je sors ça. L'autre en face, lâche pas prise, me dit oui, tu nous dis ça, d'accord, très bien. Où est-ce qu'on les trouve? C'est-à-dire, il me prend au mot, quoi. Tu nous dis de le lire, fais-nous voir le bouquin. Alors Homère, bon, ça va facile. Alors moi, évidemment, je réponds aux belles lettres. Puisqu'aux belles lettres, comme chacun sait, on trouve toute la littérature de l'Antiquité. À l'époque, je fréquentais pas les belles lettres autant que maintenant. Bon. Le lendemain, je me dis quand même, j'ai dit ça, mais bon, et je me dis, je vais quand même vérifier. Et je me pointe, c'était donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, enfin, il y avait déjà, mais c'était, bon. Je me pointe boulevard Raspail, et je dis à la libraire ou libraire, chère madame, avez-vous Lucien? Ah, bien sûr, sur tel rayon. Alors, j'y vais, et je vois 4 bouquins, vous savez, ces bouquins jaunes bilingues, là, qui sont pour les Grecs et rouges pour les Latins. Donc, il y avait 4 volumes. Je regarde, bon, qui contenait effectivement tel dialogue de Lucien et tout. Bon. Et puis je voyais que l'autre me regardait avec un air un peu... Il y avait quelque chose qui clochait. Et alors je regarde de plus près. Alors je savais que de Lucien, on a environ 80 textes. Plutôt courts, mais environ 80. Et je me dis, mais 4 volumes, bilingues, ça prend de la place et tout. Je regarde la table des matières. Et je m'aperçois qu'il y a, dans les 4 volumes, il y en a 7 ou 8. Quoi. Je me dis, tiens, les 70 autres, où-est-ce qu'ils sont? Alors je dis au libraire, je prends l'air béotien, et les 70 autres. Cela dit, je ne savais pas, réellement je ne savais pas. Alors là, l'autre commence à prendre l'air, oui, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Il me dit, oui, ils vont venir. Alors je dis, mais il y en a combien? Alors il me dit, il y a 20 volumes. Je dis, ah bon, alors les 4, et les 16 autres, comment les avoir? Alors il me dit, mais ils vont venir après. Alors moi je me dis, bon, ils sont en cours, ce sera l'année prochaine, quelque chose comme ça. Bon, ils n'ont pas fini de traduire. Bon. Puis je lui dis, mais quand? Est-ce que c'est à venir? Est-ce que c'est le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 100 ans? Enfin bon. Et alors c'est là que l'autre me dit, oui, vous ne savez pas. Je dis non, je ne sais pas. Voilà, c'est pas si simple. Bon, alors qu'est-ce qui n'est pas si simple?
Il finit par m'expliquer. Je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, parce que je trouve que c'est très lourd de sens. C'était donc vers 2000, quelque chose comme ça. Le premier des 4 avait été publié vers 1950, 48-50, fait par un grand helléniste célèbre, spécialiste de Lucien, etc. Bon. En gros, il s'est passé ceci. Vers 1950, les Belles Lettres, constatant que Lucien n'était pas publié, a dit on va publier Lucien, car comme chacun sait, c'est un des auteurs les plus importants de l'Antiquité. Bien. À qui on fait faire ça? Eh bien, à l'universitaire, le spécialiste. On en a un, ça tombe bien, il est jeune, enfin, bref, agrégé, tout ce que vous voulez. On lui fait signer le contrat pour les 80 textes de Lucien. Il livre le premier, bon, le second. Dans les années 60, on arrive vers le deuxième ou troisième. Le quatrième a dû arriver vers 90. Pendant ce temps-là, la pendule tourne, le sablier s'écoule. Le jeune homme, le jeune et brillant universitaire, à 80 balais bien sonnés. Est-ce qu'il est encore en état d'aligner 2 mots ou 2 pensées qui se tiennent debout? Moi, je ne sais pas. Mais il a d'autres chats à fouetter que terminer, c'est Lucien, c'est évident. Bon. Et de toute façon, même s'il se mettait à terminer, il ne fera pas les 16 volumes dans les quelques mois qui lui restent à lire. Bon. Donc, me dis-je, je réalise une affaire anthropologique de fond. Je me dis, nous entrons dans le 21e siècle. Nous, moi y compris, on tanne les jeunes en leur disant, ah ouais, l'Antiquité, c'est vachement bien, les auteurs grecs, les auteurs latins. Quand ils nous disent, donne-nous le bouquin à lire, même un des 2 que Erasme considérait comme le plus important de toute la série, on n'est même pas foutu de leur donner. Et est-ce qu'ils vont arriver un jour? Finalement, c'est même pas sûr. Alors, entre-temps, il faut savoir, les Belles Lettres, on se sont rendu compte qu'il y avait quand même, là, c'était un peu le Titanic, que l'iceberg n'était pas loin, donc ils ont mis la barre à bâbord à fond, et ils ont confié à quelqu'un d'un peu rapide et efficace le soin de remettre en route. Donc c'est remis en route, c'est en train de sortir, mais pendant 60 ans, il n'y a pas eu de Lucien disponible sur les étagères des libraires en France. On peut considérer que c'est pas normal. Oui. C'est Anne-Marie Ozanam qui s'en occupe, ce sera très bien fait. Rassure-toi. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est arrivé aux anciennes traductions, Albancourt et tout ça? Oui, mais les anciennes traductions, c'est le problème de tout ancien livre. Un livre, il faut penser à l'objet. Un livre, c'est un objet. Il faut le fabriquer, il faut de l'encre, il faut des caractères, il faut des presses, il faut les vendre. Une fois qu'on les a fabriqués, bon, on espère les vendre, mettons, on les vend. Ils partent chez X, Y, Z. Quand on a fini, c'est fini. On défait les fontes, on remet les caractères dans les cases, et tout, et puis on en fait un autre. Si on dit, j'en voulais un de plus, il faut le refabriquer. Bon. Les traductions du XVIIe siècle, à part celle des Mille et une nuits par Antoine Galland, on les imprime plus. Parce que quoi? Je ne sais pas moi pourquoi. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui aient envie de les lire, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des gens qui les vendent. Bon, ce qui nous amène à l'autre point. Bon, donc vous aviez implicitement compris que l'affaire d'Erasme avec Alde Manus, ça a marché, ils l'ont fait dans des conditions inimaginables. Alde a raconté, d'ailleurs dans la préface il a fait un petit mot d'introduction, il dit, pendant 1 an, j'ai tout arrêté dans mon imprimerie, on n'a plus rien fait, tout ce qu'on avait en route, on a fait les adages. C'est la folie furieuse, parce que il y avait le latin, le grec à composer en même temps, il fallait les relire. Et à cette époque-là, on faisait le chapitre 1, il fallait défaire les caractères du chapitre 1 pour faire le chapitre 2. Donc si on s'était gouré, il fallait s'en apercevoir vite. Les corrections, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils dormaient, mais pas beaucoup. Ils y étaient. Alors évidemment, ils y étaient tous les Grecs de la bande d'Alde, etc. Ils passaient les nuits à faire ça. En plus, leur compositeur était très bon et tout. Mais quand même, d'autant que, il faut le dire, parce que moi je les ai regardés, on a fait des comparaisons. Il n'y a pratiquement pas de fautes. Même des fautes de copie, des fautes de... C'est assez sidérant. C'est-à-dire qu'ils avaient une... Bon, bref, no comment. Alors que nous, je peux vous dire qu'il a fallu passer le râteau, passer. Le matin où les fichiers sont partis chez l'imprimeur en Italie, à 4 heures du matin,
J'ai encore trouvé des patates vraiment chaudes. Tac, et on refait tout le PDF parce que bon. Et nous, on peut faire le PDF. Franchement, on appuie sur un bouton. À l'époque, c'était pas une histoire de PDF. Bon. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, Venise. Venise. L'imprimeur, un peu délirant, qui a le projet et qui l'a fait d'ailleurs, de publier toute la littérature grecque, Érasme qui lui propose ce projet de comment mettre la littérature de l'Antiquité païenne à la disposition du public de l'époque, qui sait le latin mais qui ne sait rien, qui ne connaît pas la littérature classique, parce que des textes de l'Antiquité païenne qui étaient restés à travers le Moyen-Âge, il y en avait très peu, quelques-uns. Virgile était resté, Ovide, alors Ovide, ils étaient bien embêtés, parce que Ovide, c'est pas à donner aux jeunes filles dans les collèges. Et alors, il faisait des acrobaties pour dire, ah oui, on lit quand même, mais alors, on fait des pinceaux choisis, on dit, mais non, ça a un sens allégorique, en fait, c'est la Vierge Marie, et des trucs comme ça. Bon, mais il faut quand même un certain estomac pour commenter Ovide de cette façon-là. Et puis, presque rien. Tout le reste, notamment la littérature grecque, rien. Pas d'Homère avant donc le XVe siècle, ce qui veut dire qu'on ne l'étudiait pas dans les écoles, on ne savait pas. Bon, alors on a redécouvert après ça d'autres choses, il y a eu la grande chasse aux manuscrits, on a redécouvert Quintilien, etc. Bon, mais c'était extrêmement lent. Les adages sont fabriqués de la façon suivante. 4151 adages, donc un peu plus que ça en vrai. Dans chaque adage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une citation. Alors voilà, au bout de 3 ou 4 ans de boulot, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Dans le fond, c'est un empilage de citations. Et c'est pas seulement 4151 citations, parce que dans chaque adage, alors c'est tout à fait variable, mais il en cite d'autres. Il en cite en moyenne, moi je dirais, entre 2 ou 3 et une dizaine. Donc on va dire en moyenne 5 ou 6 par adage. Faites le compte. 4000 multiplié par 5 ou 6, ça vous donne je ne sais pas combien, entre 20 et 30 000. Il y a entre 20 et 30 000 citations, mais citations réelles, hein, dans les adages. Toute la littérature antique y passe. Avec, de nouveau, donc des auteurs, alors oui, c'était ça, l'association par Lucien, Lassouda, Lucien, les auteurs qu'on ne connaît pas. Et je peux vous dire, chose très intéressante qu'on a apprise en faisant ce boulot, la bande de traducteurs qui ont fait ça, on était une 60aine, ce qui fait quand même pas mal de monde. Détail amusant, nous on s'est mis à 60 pour le traduire, on a eu du mal, en 5 ans. Eux, tout seul, il s'est fait aider. Ils l'ont fait en 1 an. Alors, on va dire peut-être un peu plus. Et puis à l'époque, attention, hein, pour aller d'Angleterre à Venise, on n'emportait pas son ordinateur avec ses fichiers dedans. C'est-à-dire que la citation, on l'a soit dans la tête, soit dans un bouquin. Sur une mule, alors même si on a 2 ou 3 mâles avec sur la mule derrière, avec quelques bouquins dedans, on n'y colle pas 25 000 citations d'auteurs grecs. D'autant que la moitié ne sont même pas imprimés, c'est des manuscrits. C'est les manuscrits que les copains d'Alde on va apporter eux-mêmes dans leur valise. Et donc présentation quasi juxtalinéaire, c'est-à-dire on vous met l'adage en latin ou en grec, il y en a un certain nombre qui est donné en grec directement. Alors si maintenant, depuis le temps qu'on en parle, ça y est, aujourd'hui j'ai la réponse. Pourquoi certains en grec et pas en latin tout de suite? Je vais vous dire, par exemple, lesbiazein. Pas besoin d'être fort en grec pour comprendre ce que ça veut dire, faire la lesbienne. Clitoridzein. Bon. Là, il y a le grec d'abord, le latin après. Bon. Donc, et alors voilà, deuxième événement très intéressant de l'histoire des idées, qui est là une histoire économique, parce que l'imprimeur, si l'imprimeur crève parce qu'il n'a pas de public, c'est la culture qui crève, le texte il crève avec l'imprimeur. Bon. Or, succès colossal. Alde a bien fait de mettre le paquet sur ce bouquin, on se l'est arraché. Et on se l'est tellement arraché que tout de suite tous les imprimeurs sont venus, tous ceux qui étaient capables, donc Froben, des gens comme ça, en disant on veut le faire aussi. Ils se sont mis à faire fondre des caractères grecs et à vouloir, alors il y a eu des éditions pirates, il y a eu tout ce qu'on veut, en gros il y a eu une 30aine d'éditions de son vivant. 30 éditions du vivant d'un auteur, même maintenant, c'est pas tout le monde. Et puis attention, c'est pas un petit bouquin. In folio,
dans les éditions d'époque, il y a, je ne sais pas combien, 1000 ou 1200 pages, in folio, c'est vraiment un truc. Donc ça devait coûter, je ne sais pas, ça coûtait un ducat. Un ducat, c'est le prix, non, comme je vous dis, c'est une Ferrari. Bon, peut-être une Ferrari d'occasion, mais une Ferrari quand même. Bon, c'est très cher. On se l'arrache, il fait de nouvelles éditions, et, habileté de ne pas l'avoir fait thématique, il en rajoute. Le premier, il y en avait chez Hald, il y en avait, je ne sais pas combien, 2500. Le suivant, il en rajoute 300, il en rajoute, pour arriver à la fin de sa vie à 4100 et quelques. Donc, œuvre ouverte. Or, édition chez Hald, 1508. Ça ne se fait pas en un jour. On dit, oui, la Renaissance, l'enthousiasme pour les lettres antiques, tu parles. Pas d'enthousiasme du tout. Alors si, enthousiasme chez ceux qui lisaient les adages, qui tout d'un coup disent mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs en grec? On aimerait bien avoir les textes, on aimerait bien savoir les lire. Ça a pris environ 10 ans. C'est aux alentours de 1518 qu'on a commencé, enfin il y en a eu quelques autres qui l'ont fait. Bon, un de ses copains, Aléandre à Paris, a ouvert un cours de grec. Il paraît qu'il avait 300-400 personnes, il les faisait payer un peu d'or. Il a terminé cardinal, c'était une vraie saloperie ce type, parce qu'il a participé aux condamnations d'Erasme, mais c'était un de ses copains de Chambray, avec lui ils avaient fait les adages. Bon, donc il y a eu quelques cours comme ça, quelques érudits qui venaient, et qui ont profité de la vogue. Alors là, il a commencé à y avoir une vogue, et on a commencé à créer des vrais cours de grec, dans les années 1518, 1520, 1530. Et qu'est-ce qu'on utilisait? Alors évidemment, il fallait des professeurs qui sucent le grec, avec le lait de leur mère, bien sûr. Mais aussi, il fallait des adages. Et alors là, on a un témoignage, je saute vraiment du coq à l'âne, mais après tout, on est dans le sujet, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on dit, vous savez, la culture, c'est de l'impalpable, bien sûr. N'empêche que les objets, ils sont réels. Le livre, on l'a ou on l'a pas. Pour le lire, il faut l'avoir. Si on le fait disparaître, qu'est-ce qui se passe? Un prof, il faut l'avoir. Il faut une salle de cours. C'est des bêtises, mais ça compte. Si on ne les a pas, eh ben, l'objet culturel, il n'existe pas. On dit, ah oui, le retour du grec, etc. Bon. On a un témoignage extrêmement intéressant. Bon, parce que, alors passons à la fin. Toute cette belle aventure, alors évidemment, vous m'écoutez en disant, ah ouais, c'est vachement bien, le grec qui revient. Nous aussi, on a envie de lire Lucien. Bon, très bien. Je lis ça dans vos yeux. Et ça a eu effectivement du succès, et les humanistes, on va dire, avaient le vent en poupe. Pendant le début du XVIe siècle, on a commencé à créer des enseignements de grec, à relire, à imprimer. On s'est mis à imprimer énormément dans les années 1530, 1540. En tous les coins d'Europe, vraiment, l'imprimerie humaniste marchait très fort. Bon. Concile de Trente, 1559. Erasme est mort depuis... Il est mort en 36, 37. Donc, ça fait combien d'années? 20 ans 22 ans avant. Donc, c'est la génération d'après. La totalité des œuvres d'Erasme, mais la totalité, est mise à l'index. C'est-à-dire interdite, mais tout. C'est-à-dire, quel que soit le sujet traité, même les bouquins dont il avait fait la préface, ou les notes de bas de page, ou les trucs comme ça. Interdit. Alors on dit, oui, l'index, mais vous savez, l'index, après tout, c'est pas si méchant. D'ailleurs, même maintenant, bon... Mais c'est pas vrai. L'index, c'est une chose physique. Moi, je considère que c'est d'abord physique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, on publie un bouquin, c'est un bouquin, l'index, c'est une liste. C'est une liste où il y a, je sais pas combien, 1000, 2000... alors soit des noms d'auteurs, soit des noms de bouquins, quand c'est des anonymes, des choses comme ça. Mais c'est une chose physique. Alors, chez les particuliers, évidemment, on ne va pas aller chez vous en disant « Ah, chère madame, est-ce que vous n'avez pas l'éloge de la folie? C'est très mal, c'est interdit par l'évêque, par le pape. » Bien sûr, ça, on le fait rarement. Sauf si vous avez déjà un procès pour mauvaises mœurs, où on vous a entendu dans les bistrots dire que Luther, il avait peut-être pas tort de dénoncer les indulgences. Alors, à ce moment-là, vous êtes convoqué et on vous dit « Maintenant, on va aller visiter votre bibliothèque. » Et on trouve de l'Erasme, de ci, de ça, du Mélenchon, et on dit « Dites donc, vous savez que c'est un index ?» Alors si vous dites oui, excusez-moi, j'ai oublié, je brûle tout de suite, pas de souci. Si vous les planquez, la deuxième fois, vous savez ce qui arrive, la troisième fois. Bon. Mais le problème, c'est le livre public. Qu'est-ce que c'est le livre public? C'est le livre des bibliothèques. De quoi? Des collèges, des couvents, de ces lieux où les gens, des universités. Parce qu'alors là, on ne peut pas les planquer. Même si on les planque,
il y a bien un jour un étudiant qui va aller chez le surveillant général en disant « dites donc, paraît-il que frère Untel, il a des bouquins de Lucien. » Tiens, bon, traduit par Erasme. Tiens, bon. Donc, tout ça, ça passe au feu. On le brûle. Et une fois que le bouquin est brûlé, eh ben, allez le retrouver, on ne le retrouve pas. Sauf si un imprimeur le refait. Sauf que l'imprimeur, il est à l'index lui aussi. Dans le premier index de 1559, il y avait aussi une liste d'imprimeurs. Il y avait une cinquantaine d'imprimeurs. Comme par hasard, alors là j'ai fait le compte, la quasi-totalité de ceux qui imprimaient du grec étaient à l'index. Et l'hébreu aussi. Alors, la famille Estienne, bon, tous ces gens-là. Froben, beaucoup d'Allemands. Bon. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Alors évidemment, on ne leur reprochait pas d'imprimer du grec. Parce que, bon, Sophocle, Homère... D'ailleurs, dans l'index, il y a un paragraphe spécial qui dit « Non, non, les auteurs de l'Antiquité, ils ne sont pas interdits, à cause de la beauté du style. » Parce qu'évidemment, on pouvait difficilement dire nier la qualité littéraire, ça c'était trop gros. Mais ne pas mettre entre les mains des enfants. Alors ça aussi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu ce truc-là il y a très longtemps, il y a 10 ou 15 ans. Je me suis dit, pas donner aux enfants, bon, c'est pas très méchant. Et c'est en finissant les adages que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que du coup, on a reproduit ça. Je me suis dit, mais ne pas donner aux enfants. Pas besoin d'être grand clair. Les collèges. Un livre qu'on ne met plus dans les collèges, ni dans les lycées, ni dans les universités, ben, bon, sauf si c'est Marc Lévy, bon, non, je suis idiot de dire ça, je ne l'ai pas lu, si ça se trouve c'est très bien. Bon. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on se réfugie, quand je dis on, c'est l'intelligentsia, en tout cas française, moderne, dans cette espèce de flou artistique qui dit oui, mais l'index, vous savez, puis d'abord il y avait les jésuites qui aimaient bien le grec, et puis tout ça. D'ailleurs, alors voilà, on a une découverte, une chose extrêmement intéressante. L'index, donc tout Erasme mis à l'index de première classe, c'est-à-dire la totalité de ses œuvres. Oui, alors là, je refais un détour. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, alors ça, c'est une affaire qui a traîné, évidemment, depuis 1516. En 1516, février 1516, Erasme a fait une chose, alors, dont on parle très peu, mais qui, à mon avis, ça a été aussi important que le procès de Galilée, cette histoire. Erasme, qui était devenu un très grand helléniste, c'était un philologue inimaginable, vraiment c'était un helléniste, un vrai, avait dit, bon, c'était de notoriété publique, que le texte du Nouveau Testament qu'utilisait l'Église, la Vulgate, en latin, était truffé d'erreurs. Barbarisme, solécisme, erreur de traduction, tout ce qu'on voulait. Et tout le monde savait très bien pourquoi. Parce que le brave moine qui copie sa Vulgate, il ne sait pas le grec. Donc, il ne peut pas vérifier qu'il n'ait fait pas un contresens. Alors, il recopie l'idiotie que l'autre avait mis avant, et ainsi de suite, et ça se reproduit. Bon, c'est comme ça. Erasme, je vous passe les détails parce que sinon on y serait encore après-demain, se met dans l'idée de corriger la Vulgate. Ça avait été fait avant. Hein. Alors la petite histoire, c'est que lui-même a raconté, c'est joli comme histoire aussi, en 1505, donc un peu après les premiers adages, il était moine, Erasme, ce qui était une grande source de tracas dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de sortir de son couvent sous l'autorisation, et on pouvait le ramener manu militari n'importe quand si le supérieur le décidait. Donc toute sa vie il a bagarré pour que le pape lui donne la dispense. Il l'a eu quand il a publié le Nouveau Testament d'ailleurs, justement. Parce que le pape de l'époque, Léon X, était lui-même un humaniste et un helléniste. Bon. Et donc a beaucoup apprécié. En 1505, Erasme, il raconte qu'il se trouvait dans un certain couvent en Belgique, qui avait une bibliothèque avec des manuscrits. Et au milieu des manuscrits, alors lui évidemment, il avait la pulsion épistémophilique chevillée au corps, il voyait une bibliothèque, évidemment il s'envolait dans la bibliothèque et il cherchait. Et il tombe sur un bouquin, tout à fait extraordinaire d'ailleurs, enfin un manuscrit, d'un très grand humaniste italien de 50 ans avant, Lorenzo Valla, qui était lui-même un très grand helléniste. Et ce bouquin s'appelait Commentaire du Nouveau Testament. Et Lorenzo Valla, lui, avait fait la chose. Il avait fait venir un manuscrit grec du Nouveau Testament, de quelque part en Constantinople,
et il avait comparé avec la Vulgate. Et il avait fait la liste. Et il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. Tout ce qu'on voulait, les contresens, les barbarismes. Bon, Erasme tombe là-dessus. Il connaissait Lorenzo Valla, qui était une de ses grandes idoles. Il dit, ce bouquin, il faut absolument le faire connaître. Il descend à Paris avec, il le fait publier à Paris, 1505. Mais lui, il dit, évidemment, il veut aller au bout. Il avait ce côté intéressant. Et aller au bout, évidemment, c'est dire, eh ben maintenant, je refais le texte. Et voilà qu'en 1516, il publie à Bâle, chez Froben, une édition du Nouveau Testament bilingue. Grec d'un côté, latin de l'autre, avec sa traduction à lui. Et alors là, évidemment, c'était la fin du monde. Parce que, d'abord, toutes les pages, il s'écartait de la Vulgate, donc il changeait le texte qu'on lisait à la messe. Bon, que la tradition avait transmis, enfin on connaît le truc, enfin on le connaît, sauf qu'on oublie de regarder de près. Je vous donne 2 exemples, qui sont quand même... Enfin moi, quand je les ai lus, j'avoue que le bouquin m'est tombé des mains. Des tas d'autres gens l'ont lu, ça, parce que c'est pas moi qui ai découvert cette histoire-là. Mais eux, le bouquin n'aurait pas tombé des mains. Alors peut-être moi, parce que j'étais enfant de cœur quand j'étais gosse, et je me souviens très bien de la messe en latin. Et je me souviens très bien du dernier évangile, qu'on lit à chaque messe, en latin. C'est le début de l'évangile de Jean, qui dit « In principio erat verbum ». Ça, c'est connu, tout le monde le sait. Erasme, « In principio erat sermo ». Tiens donc, qu'est-ce que c'est cette histoire ? On dit oui, caprice de philologue. Tu parles d'un caprice de philologue. En grec, c'est en archi in o logos. Bon, grec, pas d'erreur, c'est le grec. Alors, logos. Ah, logos, évidemment, on tire le fil de logos. Vous imaginez derrière, Thomas d'Aquin, tout le monde est là. Bon, avec les Kalachnikov. Erasme dit, in principio erat verbum. Il dit non, ça marche pas. Parce que Cicéron, Quintilien, tous, quand ils disent verbum, c'est une parole... alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qu'il critique dans verbum? Mais surtout l'intéressant, c'est qu'est-ce qu'il propose à la place? Il dit sermo. Or, sermo en latin, et alors ça tout le monde le sait, même vous je suppose, même moi je le savais, sermo en latin ça veut dire la parole, mais la parole de la conversation courante. La parole du dialogue, du théâtre, la parole quand nous on parle entre nous. C'est ça. Tremblement de terre, tsunami. Autre détail accessoire, dans les évangiles, alors je ne sais pas si vous lisez l'évangile tous les soirs pour vous endormir, c'est très instructif les évangiles, comme des tas d'autres choses d'ailleurs. Mais vous avez forcément remarqué que, bon, c'est un très vaste sujet, il y a un certain nombre de choses de la liturgie, des liturgies chrétiennes, qui sont évidemment chevillées dans les évangiles, ou dans la Bible, enfin, etc., les lectures. Par exemple, le paternoster. Le paternoster, c'est Jésus qui est supposé avoir dit, quand vous voudrez prier, dites ceci et cela. Erasme, lui, il dit, sicut in cielo et in terra, non, c'est nul. Alors d'ailleurs, hier, j'ai repris ce truc, je me suis dit, effectivement, c'est nul. Franchement, dire sur la terre comme au ciel, sicut in cielo et in terra, mais de quel moine... bas de plafond, chez qui ça a pu germer, franchement c'est nul. Bon. Alors Erasme propose une très jolie phrase cicéronienne pour dire sur la terre de la même façon qu'au ciel, quem ad modum, bon, etc. Sic etiam, bon. Mais vous imaginez, quand on dit tsunami dans un bénitier, là c'était pas un bénitier, c'était l'église tremblait sur ses bases. Alors là, l'expression est métaphorique, ça s'est réellement passé comme ça. Du jour où ce bouquin a été publié, il y a eu dans toute l'Europe, mais dans toute l'Europe, des prédicateurs qui montaient en chaire le samedi, le dimanche, qu'est-ce que je raconte, pour dire, il y a un hérétique qui a dit que la Vulgate est fausse, qu'elle n'est pas inspirée par Dieu, qu'il faut changer le Nouveau Testament, ce type, on le brûle. Et ça, c'est... Alors là, on a des textes, donc on a vu des prédicateurs, alors en tête, les dominicains, les franciscains, qui appelaient au pogrom contre ces salauds d'humanistes qui... Alors, il y avait des tas d'autres affaires en même temps. Rochelin, qui disait qu'il fallait lire la Bible en hébreu et tout ça. Bon, c'était un copain d'Erasme. Bon, bref. Vraiment, tremblement de terre. Moi, je dis dans l'histoire culturelle de l'humanité, cette histoire de février 1516, c'est un pivot. Là, il a mis vraiment il a mis
son levier, c'est le levier d'Archimède. Il a ébranlé le système sur un point de philologie. Bien. Vous savez la suite. Détail amusant. Alors, pareil, tout le monde la connaît, la suite, mais on ne fait jamais le rapport. Nous sommes en février 1516, à Bâle. Alors, il dédie ça à Léon X, qui dit, génial, bravo, tu as le droit, tu n'es pas obligé de retourner dans ton couvent. Bon. Mais Léon X, qui était un type très étonnant, il avait compris certaines choses, d'autres il n'avait pas compris du tout. Parce que, justement, février 1516, 31 octobre 1517, ça fait quoi, 1 an et demi après. Tout le monde connaît, alors ça c'est joli aussi, c'est connu. Un certain docteur en théologie de l'université de Wittenberg placarde sur les murs, comme c'était l'usage, pour dire, tiens, prochain séminaire anthropologie, tel jour c'est Saladin qui vient, tel sujet. Là, il placarde, il dit, voilà, je propose débat sur 95 thèses. Bon, hein, je vous ferai pas l'injure de penser que vous ne savez pas qui c'est Luther, ces fameuses 95 thèses, notamment contre les indulgences. Vous connaissez la suite. L'Europe a été à feu et à sang pendant au moins 200 ans à la suite de ça. C'est pas encore fini. Luther n'était pas très connu à l'époque. Quand on disait à Luther, mais d'où tout sort que c'est pas dans les évangiles et tout, Luther il dit, c'est pas moi, c'est Erasme. Erasme, il est incontestable comme philologue. Pas besoin d'être grand clerc pour dire Erasme a pondu les œufs que Luther a couvés. C'est Luther qui a dit ça, l'expression est jolie d'ailleurs. Bon. Donc Erasme est devenu l'ennemi à abattre dans les milieux traditionnalistes romains à partir de février 1516. Déjà avant, mais déjà avec les Allages. Mais enfin, bon. Au Concile de Trente, on le lui a fait payer. Parce qu'index de première classe, ça veut dire tout au feu. Bon. Et on revient aux adages. Donc, si vous voulez, quiconque est érasmien est un crypto-luthérien. Alors, il y a eu des historiens qui ont fait des enquêtes en Italie, qui ont dépioté le procès d'Inquisition, etc. En Espagne, Marcel Bataillon a fait des études très détaillées. Bon, ça, on a les preuves tant qu'on en veut. Bon, être érasmien au XVIe siècle, c'était être considéré comme crypto-luthérien. Bon, en Angleterre, etc. Bon. Mais, deuxième chose, et moi je pense, alors ça c'est avec les Allages que j'ai trouvé ça, et je pense que ça aussi on ne lui a pas pardonné. Erasme, donc on a dit que 4151 adages, donc je sais pas, 25 000 citations. C'est qui ces citations? Nous on a fait la liste. Et alors là c'est quand même assez étonnant. C'est quasiment que des auteurs païens. Alors on dit oui mais comment? Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, moi j'ai lu des gens très sérieux qui disent Thomas d'Aquin qui a inventé une langue si, je ne sais quoi. Bon, faites l'expérience une fois, ouvrez la Somme théologique. C'est à peu près aussi poétique qu'une notice d'un appareil électroménager traduit du japonais. Hein. Pas traduit par un ordinateur, évidemment. Bon. Mais d'ailleurs, c'est le même système, c'est le même principe. Traduction univoque. Mais Erasme l'a dit. Alors, non seulement les seuls bons auteurs, c'est Homère et Lucien, et quand on lui disait, et les auteurs chrétiens, qui nous conseillez-vous, maître? Alors, lui, il disait, personne. Ils sont tous nuls. Il n'y en a pas un qui sait écrire le latin. Point barre. Exception, quelques pères grecs. Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze, qui étaient des grands orateurs. Oui, ils ont eu quelques belles périodes. Augustin, bon, avec ses jérémiades, on l'aime bien, mais bon, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Et puis surtout, la prédestination, le péché originel, ça, pas question. Erasme, il dit, l'homme est libre, il pêche, il fait le bien, enfin tout ce qu'on veut, hein, question morale. Prédestination, niet. Donc cette espèce d'augustinisme qui était viscéral chez Luther d'ailleurs, ça, niet. Raison pour laquelle Luther, très vite, est monté au créneau contre Erasme. Alors là, c'est un chapitre très important. C'est-à-dire qu'Erasme s'est retrouvé pris entre deux feux, Rome d'un côté, Luther de l'autre. Et Luther ne l'a pas épargné. Alors cela dit, Luther était entouré par une bande d'humanistes de très haut niveau. Mélenchon, Zwingli, tous ces gens-là. Il y avait des gens qui lisaient le grec, qui lisaient l'hébreu, qui ont fait des traductions et qui donc ont transigé. Et je reviens, du coup, au point de départ de la digression. Les jésuites. Concile de Trente, donc Erasme, qui fait l'apologie du paganisme, qui méprise les auteurs chrétiens et qui a fait la litière de Luther,
et qui a dit que la Vulgate, c'était pas un texte inspiré. Bon, déjà avec ça, on en a brûlé pour beaucoup moins que ça. Il y a eu un historien, un type très fort, qui a fait une étude très détaillée sur l'index et les effets de l'index, qu'est-ce qui s'est passé. Ce type a exhumé des lettres envoyées par le général des Jésuites de l'époque, Diego Lainez, envoyées au pape Paul VI, qui était un fou furieux, paranoïaque, un type vraiment, d'ailleurs, qui a laissé une... Bon, c'était un type... J'ai dit Paul VI. Alors ça, c'est joli, ça. Paul IV, évidemment. Paul VI, pauvre Paul VI. Pauvre, bon. Des lettres envoyées par Diego Lainez à Paul IV, dans lesquelles il dit en substance: Votre sainteté, bien sûr, brûlez les livres des hérétiques, quoi de plus normal, Luther, Calvin, Mélenchon, tous ces gens-là, des sans-dieux, poison de l'humanité. Erasme, oui aussi, mais s'il vous plaît, laissez-nous un livre. Et alors là, moi, quand j'ai lu le truc, j'ai été quand même surpris. Quel livre? Les adages. Il cite les adages. Pourquoi? Et alors là, je lis la raison. Parce que, dit-il, alors les jésuites, il faut savoir, à l'époque, venaient de commencer à créer les collèges. Les collèges, ça a commencé vers 1550. Donc en 1559, ils en avaient déjà créé 4 ou 5. C'était à l'époque un peu expérimental, mais ça commençait à prendre forme. Les pédagogies, bon, c'était leur période de développement. Laissez-nous les adages parce que mes professeurs me disent ils ne peuvent plus faire cours. Alors, là aussi, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Pourquoi ça? Et, ayant mouliné les adages, tourné, moi aussi, à la fin, un jour, alors, là, je suis fier parce que je l'ai trouvé tout seul. Avant d'avoir lu la phrase de Lainez. À force de tourner les adages, de tourner, vous savez, le titre, puis commentaire, ça vient de chez un tel, ça veut dire si, il y a une variante chez un tel. À un moment, je me suis dit, mais ça sert à quoi? Qui va s'intéresser à ce genre de truc? Et immédiatement, je me suis dit, bon, moi, j'enseigne depuis des années. Donc, quand on a l'expérience de se trouver devant une classe de guignols avec un tableau noir derrière soi, pendant 1 heure, on se pose certaines questions, du style, qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui? Et comment je vais leur raconter? Eh bien, je peux vous dire qu'avec les adages, évidemment, vous prenez aujourd'hui, les enfants, adage 4 piles temps. Vous avez une formule, vous l'écrivez au tableau. Alors déjà, la formule, grammaticalement, il y a tel effet de style, ça veut dire si, ça veut... Bon. Petit, d'où elle vient? Ah, ça vient, Platon, dans le Phèdre, fait dire que ça. Alors tu vas à la bibliothèque, tu ramènes le bouquin. Ah oui, monsieur, il dit ça. Et alors avant, il dit quoi? Après, il dit quoi? Alors déjà, on fait l'explication. Qui c'était Platon? Qu'est-ce que c'est Phèdre? Bon. Et déjà... il y a déjà une demi-heure de passé. Non, mais et passé, et très utilement, je pense, parce que les sources, les variantes, est-ce que ton manuscrit est bon, qu'est-ce qu'il dit en note, est-ce que c'est vraiment le bon mot, etc. Bon, ça c'est du dialecte. Bon. Deuxième demi-heure, même pas la peine de chercher. On voit, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, maintenant, vous prenez une feuille de papier, et vous me faites une demi-page sur le sujet que vous voulez, en utilisant cet adage, dans des circonstances de la vie, de la conversation, élégantes. Donc, avec les adages, vous pouvez faire 4151 cours, variés, parce que le lendemain, on va pas dire, ah oui, il va encore nous bassiner avec les mœurs des fourmis dans l'Indus. Le lendemain, ça va être autre chose. Pourquoi les femmes de Bourgogne ont des chausses avec une bretelle à tel endroit et pas... Bon. Donc, réaction des jésuites. Alors le pape, qui comme tous les paranoïaques n'était pas totalement idiot, s'est rendu compte quand même que ça allait finir par coincer. D'ailleurs, ça a coincé. Mais l'index a été promulgué, et il a été promulgué le dernier index, sauf erreur, date de Vatican II. Bon. Alors, ça faisait plus peur à personne à l'époque. On mettait qui dedans? Sartre, le marquis de Sade, des trucs comme ça. Bon. Le pape a dit, pas d'affolement. Vous voulez les adages, on va vous donner les adages. Mais on va vous en faire une édition expurgée. Ils l'ont fait, sauf que c'était un travail de chien de le faire. Ils ont mis 25 ans à la faire. Et il en est sorti une édition, effectivement, chez le descendant d'Alde. Bon, mais à ce moment-là, c'était fini. Si vous voulez, tout était retombé. Erasme était à l'index, les humanistes étaient pratiquement tous à l'index. Et pour vous dire, revenons à la grande histoire millénaire des idées. Je conclurai avec ça. J'ai fait une petite enquête.
on dit Erasme amenant le grec antique païen. Nous, à l'école, nous, on se dit, ah ouais, Renaissance, la culture, ce que je disais au début, la culture de l'Antiquité, bien sûr, on l'a. Vous savez, on s'imagine cette vision un petit peu évolutionniste, molle. On dit, ah oui, Lucie, l'homme de Cro-Magnon, c'est un peu mieux, elle sait, les autres ils parlent, les autres ils dessinent, ceux-là ils inventent l'écriture, puis il y a les Grecs, c'est vachement bien, et puis le Moyen-Âge c'est mieux, et puis il y a l'Église, c'est encore mieux, puis Hegel, puis tout ça, et puis nous. Donc cette espèce de montée calme et vers des horizons, les lendemains qui chantent par exemple. Alors je me suis dit, bon, le grec là-dedans, très bien, donc est arrivé, mettons, il y a eu cette perte du Moyen-Âge, époque obscure, mais ça revient, voilà, Renaissance, on se reprend, et donc on se met à publier, et on va étudier de plus en plus, connaître de plus en plus, l'archéologie maintenant, donc vous savez, ce mouvement vers nous, quoi, notre culture, nous qui sommes. Et alors j'ai fait une petite enquête, j'ai dit, bon, alors, à l'époque, il y avait une affaire que je ne vous raconterai pas à propos d'Euripide. Je m'étais dit, bon, bah tiens, Euripide, voilà, c'est facile. Euripide, on a de lui, je ne sais plus combien, 18 pièces, 14, bon, bref. Première édition, Alde, 1502. Combien de fois est-ce qu'on a imprimé Euripide depuis Alde, en grec? Ça, c'est facile, enfin, c'est relativement facile. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Et je n'ai pas été peu surpris. D'ailleurs, c'était un peu l'origine de toute cette affaire-là. Alde publie Euripide en grec. Puis, il y a un petit flottement pendant 10-15 ans. À partir des années 20, 1520, on se remet à publier Euripide, ainsi que tous les autres tragiques, ainsi que tous les auteurs grecs. Dans les années 1530-1560, on a publié plus d'éditions d'Euripide, en grec, en latin. Bon, traduction, ça ne se faisait pas encore en vernaculaire, mais enfin, il y a eu plus d'éditions d'Euripide en 30 ans, entre 1530 et 1560, que pendant les 300 ans qui ont suivi. À partir de 1560, chute de 90%. Mais quand je dis 90%, c'est qu'on n'imprime plus. Vaguement au XVIIe siècle, un petit peu au XVIIIe, temps des Lumières, vers la fin, 19e, Révolution, 19e, on se remet à publier et on arrive sur l'époque actuelle. Bon, j'ai fait le sondage sur quelques autres. C'est la même chose. Homère, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu, alors effectivement, un enthousiasme incontestable au milieu du XVIe siècle sur la littérature grecque, païenne. Et une montée vraiment, et les imprimeurs, alors on sait à peu près, ils en tiraient environ 1000. Une édition, c'était 1000 exemplaires. Bon. La génération qui finalement a été formée par les adages, parce que finalement c'est quand même ça, et par Erasme, c'est 1530-1560. Arrêt brutal, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'index. Alors, je dis, attention, je dis l'index. En même temps, je n'ai pas la preuve. On a quelques éléments, mais il faudrait que des historiens fassent vraiment l'étude imprimeur par imprimeur, qui a été menacé, qui a été condamné, qui a eu des amendes, qui a eu ci, qui a eu ça, qui a été brûlé. Bon, ça n'a pas été fait, mais j'ai de très fortes présomptions sur ça. Donc, le Concile de Trente, si vous voulez, la contre-réforme. On a dit, si on veut casser Luther, une bonne fois, il faut casser tout ce qui va avec. Or, Erasme va avec, et le grec va avec, et l'hébreu va avec. Plus de Bible en hébreu, terminé, enfin bon, c'est un autre chapitre, mais... Et ça n'a repris que très lentement au XIXe siècle. Pour vous donner un exemple quand même très frappant, là, c'est pas exactement un exemple, au premier rang, évidemment, alors, si vous voulez, Homère, ils s'en fichaient d'Homère, même de Lucien, ils s'en fichaient, parce que qui va lire Lucien? Quelques intellectuels et tout. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est la Bible. C'est si on se met à lire la Bible en grec, en hébreu. Le Concile de Trente, la 4e session, une des premières, 1546, a promulgué un décret qui interdisait de lire la Bible en toute langue autre que la Vulgate de Rome. Donc, interdit le Nouveau Testament en grec, l'Ancien en hébreu, sans autorisation de l'évêque. Pour la bonne bouche, parce que c'est quand même, ça fait réfléchir, sur la longue durée, cette interdiction, alors vous allez me dire, à la fin tout le monde s'en fichait, les catholiques, il n'y en a plus beaucoup, bon, peut-être. Cette interdiction de lire la Bible dans des textes, alors,
texte soit langue originale, soit langue vernaculaire. Donc la Bible en français, en allemand, en anglais, interdite. Sauf éditions autorisées par l'évêque, lesquelles ne sont venues que très tardivement. Cette interdiction de lire la Bible dans les textes d'origine n'a été levée que, alors on va pas faire l'essai, dites-moi une date pour voir, bon je vais vous la dire, 1943. C'est Pie XII, alors que les Allemands étaient en train de rafler les Juifs à Rome, a finalement, alors ça a été raconté, hein, le jésuite qui était son conseiller a expliqué, il se sentait quand même un peu mal, Pie XII. Et il disait, il faudrait faire quelque chose pour ces pauvres gens. Mais quoi? Évidemment, on ne peut pas ouvrir la porte au bolchevisme, donc il faut laisser faire les Allemands. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors finalement, il a trouvé ça. Il a levé l'interdiction de lire la Bible en hébreu. Et ce qui fait d'ailleurs que depuis ce temps-là, les années 50, alors là, l'Église catholique relève le front, nous avons la grande école de Jérusalem, etc. Donc quand j'étais gosse, moi je croyais que c'était très ancien, que depuis le temps des Romains, les dominicains faisaient des études bibliques très poussées. Je me suis aperçu que ce n'est pas vrai du tout. Les Allemands le faisaient, mais les Français non. C'est venu après cette interdiction. Bon, bref, vous voyez que je suis sauté du coq à l'âne, mais je pense avoir mis le doigt sur quelques... Alors vous voyez, il y a plusieurs entrées possibles, hein, mais qui sont toutes des chevilles, je crois, essentielles, et qui tournent réellement autour d'un objet. Parce que là, donc, je revendique une vision de l'histoire foncièrement matérialiste. Pas dialectique, mais matérialiste. Parce que malgré tout, alors là, l'expérience des adages, moi, personnellement, je la trouve très intéressante parce que c'est le bouquin, c'est ce livre-là, à cet endroit-là, publié de cette façon-là, par ces gens-là, qui a eu cette vie-là, et qui a eu ces effets-là. Et c'est pas vaguement le fantasme que, ah ouais, la culture antique, ceci, la culture chrétienne, cela. Non, moi je crois pas du tout. Une culture, elle n'existe que par les gens qui la font, qui écrivent, qui parlent, qui échangent. Et là, on a un cas qui est énorme, qui a été occulté, alors depuis 500 ans, pourquoi? Bah évidemment, quand le bouquin a disparu, on ne le lit plus, on ne le cherche plus. Et voilà, donc nous l'avons cherché, il se trouve sur la table en face. Et je vous signale, à ce propos, j'aurais dû le dire au début, mais je vous le dis maintenant, que la maison d'édition Les Belles Lettres, n'est-ce pas, a jugé qu'il fallait reculer d'un jour la fin de la souscription du tarif préférentiel, qui était donné jusqu'au 31 janvier, puisque le bouquin, enfin les 5 volumes, ouais, au lieu de... Enfin, le tarif normal, c'est 420 €, en souscription, 350, ce qui fait quand même un tiers de moins. Ça se terminait le 31 janvier. Moi, j'ai dit, psychanalyse et médecine, quand même, c'est des gens sérieux. C'est vache de leur dire, ça, c'est le tarif préférentiel, ça s'est terminé hier soir. Donc, ça marche encore aujourd'hui. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà.